Bonjour et bienvenue dans cette séance de cours de comptabilité des sociétés qui va aborder la suite du chapitre relatif aux modifications du capital social. Nous avons abordé dans une précédente séance les augmentations du capital par rapport nouveau. Pour rappel, les augmentations de capital peuvent être par un rapport nouveau en nature ou en numéraire, par incorporation de réserves des bénéfices ou des primes d'émission, ou encore par conversion de dette ou par des modalités combinées. La première modalité ayant déjà été traitée, nous enchaînons avec les deux autres modalités restantes. Commençons par les augmentations de capital par incorporation des réserves de bénéfices ou de primes d'émission. Dans ce cas, il n'y a pas d'apport nouveau, mais seulement une restructuration des capitaux propres. L'entreprise cherche ici à améliorer l'image véhiculée auprès des tiers et notamment les bailleurs de fonds. Financièrement, l'opération se traduit souvent par l'attribution gratuite de nouvelles actions aux anciens actionnaires. Bien évidemment, ici, on va traiter de la notion de droit d'attribution qui est à peu près équivalent à la notion de droit préférentiel de souscription déjà abordée lors des apports nouveaux en numéraire. Alors, pour le traitement financier, le droit d'attribution, comme on a dit, c'est un droit dont bénéficient les anciens actionnaires lors d'une attribution gratuite d'actions nouvelles. Il correspond à leur droit sur les réserves constituées par les prélèvements sur les bénéfices antérieurs non distribués. Il est également négociable au même titre que le droit préférentiel de souscription. L'ancien actionnaire peut donc soit l'utiliser et donc se faire attribuer des actions gratuites, soit il peut le céder. Pour le calcul, il faut bien évidemment passer aussi par la parité ou ce qu'on appelle le rapport d'attribution. Il se calcule de la même façon que le rapport de souscription lors des apports en numéraire. Donc là, on divise le nombre d'actions nouvelles attribuées gratuites sur le nombre d'actions anciennes. Ou bien l'inverse, comme on a dit, l'interprétation est la plus importante. De la même façon, le calcul de la valeur théorique du droit d'attribution peut se faire de différentes manières, soit à partir des valeurs avant augmentation et de la valeur après augmentation, soit directement en appliquant la formule valeur réelle avant augmentation fois le nombre d'actions gratuites sur le nombre d'actions totales après l'augmentation du capital. Nous allons reprendre un exemple pour illustrer le calcul de la valeur théorique du droit d'attribution. Soit l'extrait des capitaux propres suivants. Donc vous avez un capital social constitué de 5000 actions, de valeur nominale 100 dirhams, l'ensemble des réserves, le report à nouveau et le total des capitaux propres qui s'élève à 1 million de dirhams. Qu'on divise par le nombre d'actions de 5000, donc la valeur mathématique comptable avant augmentation, elle est de 200 dirhams. À supposer que l'entreprise décide de prélever une partie des réserves pour l'attribution gratuite de 2000 actions nouvelles, donc cela va se traduire par les changements suivants au niveau des capitaux propres. Comme vous pouvez le constater, le nombre d'actions va passer de 5000 à 7000, toujours calculé dans le capital social à leur valeur nominale, et puisque les actions ou l'augmentation s'est faite par incorporation de réserves, donc le montant des réserves va baisser de 250 000 à 50 000. Comme on l'a dit, la parité va se calculer de la même façon que pour le droit préférentiel de souscription, sauf que là, il s'agit d'attribution gratuite d'actions, donc l'actionnaire aurait droit à 2 actions gratuites pour 5 anciennes possédées. Et le calcul du droit d'attribution va se faire de 2 façons différentes. Donc on a dit soit à partir des valeurs réelles, donc la valeur avant, 200 dirhams moins 142,86 dirhams, ça va donner 57,14 dirhams. Ou directement à partir de la formule en rapportant la valeur avant fois le nombre d'actions gratuites attribuées divisé par le nombre total d'actions, ça va vous donner le même montant, soit 57,14 dirhams. À présent, nous allons analyser la situation des différents actionnaires après l'attribution d'actions gratuites. Rappelons les données de l'exemple. Donc nous avons le nombre d'actions avant augmentation qui s'élève à 5000. L'augmentation du capital s'est faite par incorporation de réserves de 100 000 dirhams et donc l'attribution gratuite de 2000 actions, ce qui porte le nombre d'actions du capital social à 7000 après l'augmentation du capital. Les valeurs réelles avant et après sont passées de 200 dirhams avant l'augmentation à 142,86 dirhams. Ici, bien évidemment, il n'y a pas de prix d'émission puisqu'il s'agit d'attribution gratuite. Quelle est la conséquence pour chaque catégorie d'actionnaires? Alors pour un actionnaire qui décide d'utiliser ses droits d'attribution, donc il va les faire valoir et par conséquent il va devoir disposer au minimum de 5 actions s'il veut se faire attribuer 2 actions gratuites. Donc il dispose d'un portefeuille d'actions de 1000 dirhams, il va le faire valoir ses droits d'attribution et donc il va recevoir 2 actions gratuites et à l'issue de cette opération, il va disposer de 7 actions d'une valeur inchangée 1000 dirhams.
Donc si on divise les 1000 par 7, on va retrouver exactement la valeur réelle après augmentation telle qu'on l'a calculée tout à l'heure. Un actionnaire qui cède ses droits d'attribution, donc qui ne veut pas ou qui ne veut pas l'attribution gratuite, va avoir donc un portefeuille d'actions similaires, 5 actions. Il va céder ses droits d'attribution à leur valeur théorique, donc 5 fois 57,14, soit à peu près 286 dirhams. Après l'augmentation du capital, il aura toujours 5 actions, mais avec une valeur de 714. La décote, 7000 moins 714, 286 dirhams, correspond exactement à la compensation financière qu'il a eue à l'issue de la vente de ses droits d'attribution. Comme ce qu'on avait signalé pour le cas des apports nouveaux en numéraire, la différence entre l'actionnaire qui décide de se faire attribuer, d'utiliser ses droits d'attribution et celui qui les cède, c'est que dans le premier cas, l'actionnaire va maintenir sa part dans le capital social. Ici, il avait 5 actions parmi 5000, là, il va avoir 7 parmi 7000. Donc, le rapport dans le capital social, mais aussi la part dans les bénéfices futurs, reste inchangé. Alors que pour celui qui a choisi de céder ses droits d'attribution, sa part va baisser. Il avait 5 actions parmi 5000, là, il va avoir 5 parmi 7000. Donc, lui, il a choisi une compensation financière immédiate sur les bénéfices futurs ou la part dans les bénéfices futurs. Un nouvel actionnaire peut également se faire attribuer des actions gratuites, mais à condition de trouver un ancien actionnaire qui va lui céder les droits d'attribution. Donc il aura besoin d'acheter 5 droits d'attribution d'une valeur totale de 286 dirhams pour avoir 2 actions. Donc si on divise les 286 par 2, on va retrouver exactement à peu près la valeur 143 dirhams qui est la valeur calculée. Concernant le schéma comptable, donc quand il s'agit d'augmentation par incorporation de réserves, il suffit tout simplement de débiter les réserves concernées. Donc notez ici que même la réserve légale peut être incorporée, mais dans des conditions particulières, notamment quand elle a atteint son plafond et quand on veut reconstituer la réserve légale. Donc on peut incorporer une partie de la réserve légale, les autres réserves. Donc il suffit, comme on a dit, de débiter le montant des réserves et de créditer capital social du montant de l'augmentation. Et de ne pas oublier d'inscrire les frais d'augmentation du capital. Dans notre exemple, nous avons incorporé 200 000 dirhams d'autres réserves au capital social. Donc il suffit de débiter le compte autres réserves et de créditer capital social. Quand il s'agit d'incorporation des bénéfices, le schéma comptable est quasiment identique, à la seule différence que là on va débiter le compte de report à nouveau solde créditeur par le compte capital social. Idem lorsqu'il s'agit d'incorporation des primes d'émission. Donc vous remplacez le compte report à nouveau par le compte prime d'émission. Donc le schéma comptable ne présente aucune difficulté. Passons à présent à la troisième modalité d'augmentation de capital, à savoir augmentation par conversion de dette. Dans certains cas, la société peut proposer à ses créanciers de convertir leurs créances en titres de propriété, c'est-à-dire des actions. Alors les droits de créance, c'est-à-dire les dettes de la société, vont se transformer en droits de propriété, à savoir les actions de la société. Cette solution va entraîner plusieurs conséquences. La première, c'est qu'il y aurait une disparition d'une partie des dettes de la société. Il y aura une augmentation du capital sans apport nouveau, puisqu'on a dit que c'est une simple restructuration. On va remonter des dettes vers les capitaux propres et donc le total bilan va rester inchangé. Il y aura entrée de nouveaux actionnaires, ce sont les anciens créanciers, et par conséquent, les anciens actionnaires vont perdre une partie de leur capital et de leur pouvoir. Pour le traitement financier de la conversion des dettes, il faut commencer tout d'abord par fixer le prix d'émission, ce qui va permettre de calculer le nombre d'actions à émettre qui est égal au montant de la dette à convertir sur le prix d'émission choisi par la société. Et donc, ça permet également de calculer la prime d'émission. On va prendre un exemple pour illustrer tout ça. Supposons un extrait du passif, donc avec des capitaux propres qui s'élèvent à 1 million de dirhams et des dettes de financement de 350 000 dirhams. Et supposons que la société décide de convertir une partie des dettes, soit 300 000 dirhams, en actions. Et qu'elle a fixé un prix d'émission de 150 dirhams. Donc, dans ce cas, le nombre d'actions à émettre va être de 2000 actions, puisqu'on va rapporter les 300 000 dirhams sur le prix d'émission, ce qui va nous donner le nombre d'actions nouvelles à émettre en contrepartie de la conversion des 300 000 dirhams de dette. Ce qui va changer
sur l'extrait du passif. Donc là, on voit bien que le nombre d'actions ou le capital social est passé de 5 000 à 7 000 actions, toujours calculées à leur valeur nominale. La prime d'émission est enregistrée à part donc 100 000 dirhams. Et bien sûr, les dettes de financement ont passé de 350 000 dirhams à 50 000 dirhams. Donc vous constatez ici que même si les capitaux propres sont passés de 1 million de dirhams à 1 300 000 dirhams, mais le total du passif, à supposer que ce sont les seuls éléments qu'on a au passif, on a toujours 1 350 000 dirhams, mais 1 350 000 dirhams. Le schéma comptable de l'enregistrement des augmentations par conversion de dette est relativement simple également, puisque vous avez on va débiter la dette concernée, donc ça pourrait être soit des dettes du passif circulant, soit des dettes de financement, par le compte associé versement reçu sur augmentation de capital. Ensuite, solder le compte associé versement reçu sur augmentation de capital par le capital social avec la valeur nominale et la prime d'émission. Si on reprend les éléments de notre exemple, donc là, nous avions des dettes de financement converties de 300 000 dirhams et les 300 000 dirhams sont dispatchés entre le capital social de 100 000 dirhams et la prime d'émission 100 000 dirhams. Notez bien que la comptabilisation des frais d'augmentation de capital reste inchangée, donc ce n'est pas la peine de la reproduire. Un autre schéma comptable alternatif peut exister. On peut directement passer des comptes de dette vers capital et prime d'émission sans utiliser le compte associé versement reçu sur augmentation du capital. À présent, nous allons passer à une modalité combinée qui est la double augmentation du capital. Le cas le plus fréquent, c'est le recours de la société à une augmentation par rapport nouveau combinée à une augmentation par incorporation des réserves ou des bénéfices. Cette double augmentation peut être faite soit de manière successive ou simultanée, ce qui va induire des traitements financiers différents alors que le traitement comptable reste identique à celui des opérations isolées. Donc dans la suite, on va focaliser notre attention uniquement sur le traitement financier, le schéma comptable restant inchangé. Commençons d'abord par les augmentations successives. Alors comme leur nom l'indique, les deux opérations vont se dérouler l'une après l'autre. À chaque ancienne action sont donc attachés en même temps un droit préférentiel de souscription et un droit d'attribution qui seront utilisés l'un après l'autre selon l'ordre désigné par l'Assemblée générale extraordinaire. Et donc l'incidence sur le calcul des rapports de souscription et d'attribution et des valeurs des droits préférentiels de souscription et d'attribution seront différents. Pour mieux cerner les mécanismes de calcul du DPS et du DA en cas d'augmentation successive, nous allons présenter le déroulement sur l'axe de temps des deux opérations. Donc, à supposer que V0 désigne la valeur initiale réelle de l'action avant la double augmentation, que V1 désigne la valeur réelle après la première augmentation et que V2 désigne la valeur réelle après la deuxième augmentation. Nous avons dit précédemment que tout dépend de l'ordre dans lequel les augmentations vont se faire. Est-ce qu'on commence par les apports nouveaux, puis l'incorporation, ou bien l'incorporation, ensuite les apports nouveaux? Nous allons traiter cas par cas. Supposons que dans le premier cas, la société décide de faire l'augmentation par des apports nouveaux en numéraire, suivi par l'incorporation des réserves ou des bénéfices. Donc, dans ce cas, évidemment, on va commencer d'abord par calculer le droit préférentiel de souscription, le premier, selon la même formule. Donc, c'est la valeur initiale avant l'augmentation du capital, moins le prix d'émission, fois le nombre d'actions émises sur le nombre total d'actions après la première augmentation. Ça, c'est la première formule. Ou bien la deuxième formule, si on a calculé les valeurs réelles, ça va être la valeur réelle avant l'augmentation, moins la valeur réelle après l'augmentation. Une fois qu'on a calculé ce DPS, on passe au calcul du droit d'attribution. Mais cette fois-ci, ça suppose qu'on a déjà calculé la valeur réelle après la première augmentation qui va nous servir de base pour le calcul du droit d'attribution. Donc là, ça va être la valeur V1 et non pas V0 fois le nombre d'actions attribuées gratuitement sur le nombre total d'actions après les deux augmentations. Ou bien, tout simplement, en passant par les valeurs réelles, c'est la valeur réelle après la première augmentation moins la valeur réelle après la deuxième augmentation. Supposons maintenant qu'on va traiter l'augmentation inversement, c'est-à-dire on va commencer par l'incorporation des réserves, puis les apports nouveaux en numéraire.
Cela suppose qu'on va calculer d'abord le droit d'attribution et puis le droit préférentiel de souscription. Dans ce cas, vous notez que le droit d'attribution que vous allez calculer va être différent de celui-ci, puisque là, on aura comme base de calcul la valeur avant augmentation. Or, cette fois-ci, la valeur, c'est V0 et non pas V1. Et on va multiplier par le nombre d'actions attribuées gratuitement sur n plus 1. Donc là même, le rapport d'attribution est différent, alors que là, c'était n2 sur n plus 1. Ensuite, ceci nous permettra de calculer le DPS en deuxième lieu. Et donc, de la même façon, le DPS calculé dans ce cas sera différent de celui-ci, puisque là, on va utiliser V1 et non pas V0, moins le prix d'émission et un rapport de souscription différent. Dans ce cas-là, vous constatez que V0 et V2 vont rester inchangés. La valeur qui va changer, c'est juste la valeur après la première augmentation en fonction de l'ordre qui a été choisi par la société. Et donc, au final, dans les deux cas, le droit global restera identique, c'est-à-dire le DPS dans ce cas plus le DA sera égal à ce deuxième droit d'attribution plus le deuxième droit de souscription, et c'est toujours égal à la valeur initiale V0 qui restera inchangée et la valeur finale après les deux augmentations de capital également identiques. Mais c'est la répartition entre les deux qui va changer. On va prendre une application afin d'illustrer ces éléments. Alors, supposons que le capital social avant augmentation est constitué de 10 000 actions d'une valeur nominale 100 dirhams et d'une valeur réelle de 210 dirhams. Et que la société veut faire deux augmentations de capital, une par rapport nouveau au numéraire, donc émission de 3 000 actions nouvelles à un prix de 150 dirhams. Et une incorporation de réserve à hauteur de 200 000 dirhams, soit 2 000 actions gratuites. Si on veut calculer les valeurs après chaque augmentation, donc la première valeur après la première augmentation va être bien sûr 210 fois 10 000 actions, plus le prix d'émission fois les 3 000 actions, divisé par 10 000 plus 3 000, 13 000, ce qui vous donne 196,15. La deuxième augmentation a supposé que ce soit l'incorporation des réserves, donc ça va être bien sûr la valeur avant, les 196,15 fois le nombre d'actions 13 000, divisé par le nombre total après les deux augmentations, 10 000 plus 3 000 plus 2 000, soit 15 000, et donc ça va vous donner 170. Si on reprend sur le schéma, donc comme tout à l'heure, on voit que la valeur initiale, elle a été de 210 avant l'augmentation. Après la première augmentation, elle a baissé à 196,15 et après la deuxième augmentation, elle a encore baissé à 170. Le calcul du droit préférentiel de souscription, comme on a dit, peut se faire de deux façons différentes. Donc, soit en faisant directement la valeur avant augmentation moins le prix d'émission fois le nombre d'actions émises 3 000 divisé par le total 13 000, ou bien en faisant la différence entre la valeur initiale 210 et la valeur calculée 196,15 après la première augmentation, ce qui revient au même à 13,85 dirhams. Ensuite, on passe au calcul du droit d'attribution de la même façon, qui peut se faire de deux façons différentes, 196 fois 2000 sur 15 000 ou 196,15 moins 170, ça fait 26,15. La somme des deux va vous donner le droit global qui est de 40 dirhams. À supposer qu'on inverse l'ordre des augmentations de capital, c'est-à-dire qu'on veut commencer par l'incorporation des réserves suivie par les apports nouveaux, eh bien, dans ce cas-là, on va constater que les valeurs vont changer. On va calculer une autre valeur, surtout la valeur après la première augmentation qui va changer, donc elle va être égale à 175, alors que la deuxième valeur, c'est-à-dire la valeur après les deux augmentations, va rester inchangée, 170. Sur notre axe, nous retrouvons donc la valeur initiale de 110, la valeur nouvelle après la première augmentation, c'est-à-dire après l'incorporation des réserves, 175, et la deuxième valeur inchangée, 170. Comme on a dit ici, puisqu'on va commencer par l'incorporation des réserves, donc le premier droit qu'on va calculer, c'est le droit d'attribution. Il sera ici de 35 dirhams et le droit préférentiel de souscription sera de 5 dirhams. Donc vous notez ici également que le droit global va rester inchangé, soit 40 dirhams. Passons à présent au cas où les augmentations de capital vont se faire de façon simultanée. Alors, sur l'axe de temps, vous allez constater qu'il y a un changement radical. Nous n'avons plus de valeur V1. Nous avons juste la valeur initiale réelle avant l'augmentation, V0, et la valeur après les deux augmentations, puisqu'elles sont supposées se faire en même temps.
Dans ce cas-là, pour calculer le droit préférentiel de souscription et d'attribution, si on fait juste la différence V0 moins V2, on va retrouver uniquement le droit global, c'est-à-dire on va trouver le DPS plus le DA confondu. Si on veut les calculer séparément, on est obligé de passer par ces deux formules. Donc le DPS va se faire cette fois-ci en référence à V2 moins le prix d'émission fois le rapport de souscription. Et le droit d'attribution va se faire toujours par référence à V2 fois le rapport d'attribution. Dans l'exemple précédent, donc si on reprend les éléments, donc nous avons la valeur de 210 et de 170, et pour les calculs des droits préférentiels de souscription et d'attribution, si on applique la formule, donc 170 moins 150 fois 3000 sur 10 000, ça va donner 6 dirhams pour le droit préférentiel de souscription et 34 dirhams pour le droit d'attribution. Donc vous constatez que la somme va rester toujours identique, 40 dirhams, mais que la répartition entre les deux droits va être différente. À présent, nous avons terminé avec toutes les configurations d'augmentation de capital, toutes les modalités ainsi que les combinaisons possibles. Nous allons passer maintenant au cas de la réduction ou des réductions de capital. Les deux principales modalités qui existent, c'est soit par absorption de pertes, c'est le cas notamment où la société aura cumulé des pertes assez importantes qui vont d'abord nuire à son image vis-à-vis des tiers, mais qui peuvent également rendre impossible la distribution de bénéfices pendant une période déterminée. Et donc, ce n'est pas une bonne image pour la société. Deuxième modalité de réduction du capital, c'est par remboursement. Dans ce cas, l'entreprise va juger que le capital est trop important relativement à ses besoins et donc elle peut trouver qu'il faut le réduire. Notez bien que la réduction ne doit pas abaisser le capital en dessous du minimum légal, puisqu'on est dans une société anonyme et que le minimum légal est de 300 000 dirhams si elle n'est pas cotée. Donc c'est un minimum à respecter. Sinon, la dissolution va être faite de fait. Alors pour le schéma comptable de la réduction du capital social, il est relativement simple, puisqu'il s'agit de débiter le capital social et de créditer report à nouveau solde débiteur. Donc là, on est dans le schéma où on fait la réduction par absorption de pertes. Il n'y a pas de traitement financier particulier à faire, il suffit de prendre le montant de la perte. À supposer, donc il y a des remarques à faire, supposons que le montant de la réduction ne coïncide pas avec celui des pertes. La différence va être portée sur un compte de réserve. Exemple, si le capital social, on veut le réduire de 150 000 dirhams, mais que la perte, elle est de 125 000 dirhams, les 25 000 dirhams supplémentaires vont être portés au crédit du compte de réserve. Et comme d'habitude, les frais de réduction, l'entreprise va supporter des frais à l'occasion de la réduction. Il n'y a pas un compte spécifique, on va utiliser le compte autres frais préliminaires. Quand il s'agit de réduction par remboursement du capital, il faut distinguer le cas où toutes les actions sont intégralement libérées du cas où les actions sont partiellement libérées. Il y a une légère différence dans les deux schémas comptables. Alors pour le premier schéma comptable, là aussi, puisqu'il s'agit de réduction du capital, on va le débiter et on va utiliser le compte 4461 associé capital à rembourser. Là, on est en train de rembourser les actionnaires. Et on va solder action associé capital à rembourser par la banque. Ce schéma, comme j'ai dit, c'est le cas où toutes les actions sont intégralement libérées. En revanche, lorsque les actions sont partiellement libérées, cela veut dire qu'il y a une partie des actions qui est toujours présente au débit du compte 1119. Donc, pour les annuler, il faut créditer ce compte et rembourser le solde aux actionnaires. Donc là, c'est la seule différence par rapport à ce schéma-là. Donc, on débite le capital social, on crédite le 1119 pour solder la partie non encore libérée, et s'il y a un reliquat à rembourser aux actionnaires, on va le porter au crédit du compte 4461 qui va être soldé par la banque. Le troisième et dernier cas, c'est celui de l'amortissement du capital. Je vous rappelle que l'amortissement du capital ne touche pas le montant du capital, mais il touche la catégorie des actions qui constituent le capital social. Donc là, il faut noter qu'il s'agit d'un remboursement, mais qui ne va pas réduire le montant du capital social. Les remboursements sont prélevés sur les comptes de réserve, sauf la réserve légale, et les comptes de résultats. Donc là, on ne va pas toucher le compte capital social. Les actions remboursées vont être remplacées par des actions appelées des actions de jouissance et perdent ainsi leur droit au premier dividende, éventuellement au remboursement de la valeur nominale en cas de liquidation.
La société va subdiviser son compte capital social en capital social amorti et capital social non amorti, juste pour faire le suivi des actions qui auront droit au premier dividende, de celles qui n'auront pas droit à ce premier dividende. Et enfin, les sommes prélevées sur les bénéfices ou réserves pour l'amortissement du capital vont subir une retenue à la source, parce que vis-à-vis du fisc, c'est à peu près identique à une distribution de bénéfices différés. Par conséquent, le schéma comptable va comprendre plusieurs opérations. Donc, on va choisir le compte de réserve sur lequel va être amorti le capital, soit les réserves, comme on a dit, soit des reports à nouveau, solde créditeur. Et on va utiliser la même chose, associé capital remboursé, mais comme vous voyez ici, on doit faire apparaître la retenue à la source. Ce compte va être soldé lorsque le remboursement effectif va être effectué. Ensuite, comme on a dit, la société elle a intérêt à subdiviser le capital social en capital social amorti et non amorti. Donc, elle va créer des subdivisions du compte 1111. Et enfin, elle va régler la retenue à la source à l'État. Avec l'amortissement du capital, le chapitre relatif aux modifications du capital social arrive à sa fin. La prochaine séance portera sur la dissolution de la société anonyme. D'ici là, portez-vous bien.